comme on l'a vu, depuis le début de l'hiver, il y a plusieurs épisodes de pluie verglaçante ou d'autres conditions météo qui ont causé plusieurs enjeux au Québec. Et ça fait que plusieurs personnes ne peuvent pas sortir de chez elles. Puis parmi elles, il y a beaucoup de personnes aînées. Puis lorsqu'elles sortent, il y en a beaucoup qui vont chuter. Ça a même des impacts sur le temps d'attente pour des ambulances. Là, il y a eu plusieurs articles de presse qui sortent à chaque hiver là, qui en parlent. Puis on sait que cette situation, évidemment, est compliquée pour tout le monde, là, qu'on soit pas seulement pour les personnes aînées, mais notamment pour les personnes aînées. Et c'est compliqué aussi pour les municipalités, évidemment, pour qui ça va être difficile, notamment avec la gestion des cocktails météo qui changent, qui varient de plus en plus, des horaires de travail ou encore la gestion des heures supplémentaires du personnel de l'entretien ou encore tout ce qui est lié à l'approvisionnement. Mais justement, aujourd'hui, on veut vous proposer des premières pistes de solutions afin de mieux aménager, puis aussi de mieux entretenir en hiver pour faciliter les déplacements actifs des personnes aînées. Fait ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre deuxième webinaire de notre série de deux. Le premier webinaire qu'on avait tenu le 19 novembre passé, où on parlait des besoins, des réalités, des aspirations des personnes aînées en hiver. Puis aujourd'hui, on vient avec les solutions, justement. Mon nom est Adrien Cazup. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis la personne à la coordination des projets en vieillissement actif chez Vivre en Ville. Puis je vais être votre hôte aujourd'hui et animer le panel. Je vais juste débuter avec quelques consignes d'usage par rapport à comment va se passer ce webinaire. Fait que si à tout moment durant le webinaire, vous avez une question, un commentaire, on va vous inviter à le partager via l'outil de discussion Zoom que vous pouvez voir en bas de votre écran. Notre équipe, tout au long de la séance, va me relayer certaines questions qu'on me les adresse. C'est ça, fait que des fois, je vais pouvoir regarder un peu plus vers la droite. Ça va être à cet endroit-là. Si vous avez un problème technique lié à la plateforme, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse événement@vivre-en-ville.org. Mes collègues vont vous le mettre dans le chat en ce moment. Voilà. Fait que je vais continuer maintenant. Ah oui, une dernière chose très importante. La séance est enregistrée. Elle va être rediffusée plus tard aussi sur notre chaîne YouTube. C'est ça. Et à la fin de la présentation, on va avoir une grande période pour les questions, les échanges directement avec les panélistes. J'ai l'honneur pour ce webinaire d'être accompagné de mes deux collègues avec qui je travaille au quotidien. Donc, pour ce webinaire, bien vieillir toute l'année, aménager et entretenir pour l'hiver. Tout d'abord, Marianne Turcotte-Plamondon, qui est conseillère en équité territoriale et en vieillissement actif chez Vivre-en-Ville, et Victor Bouguin, qui est conseiller en mobilité et en aménagement. Donc, pour commencer, juste vous présenter rapidement le plan du webinaire aujourd'hui. Marianne et Victor vont tout d'abord vous parler du projet dans lequel s'insèrent les résultats, les premières pistes de solutions là, qu'on a pu développer. C'est ça, ça va vous permettre de comprendre un peu la genèse de tout ça. Ensuite, on va parler un peu plus des réalités du déneigement, comment ça prend forme, de certains problèmes, de certaines solutions pour enfin nous amener à le plus gros du sujet, donc tout ce qui est les aménagements et l'entretien en lien avec ça. Et enfin, une rapide conclusion pour revenir sur certains points marquants du webinaire. Fait que Marianne et Victor, je vous laisse la parole. En fait, Marianne, je te laisse la parole. Parfait, merci Adrien. Vivre en ville s'intéresse depuis un certain temps déjà à l'hiver et à la population des personnes aînées de manière séparée, mais c'est en 2021 qu'on s'est penché sur la relation entre ces deux sujets-là. L'objectif, de la première phase du projet, c'était de sensibiliser les municipalités à l'importance de réaliser un entretien sécuritaire des infrastructures piétonnières en saison hivernale. Puis, pour accumuler les connaissances nécessaires, on a interviewé 11 spécialistes de l'aménagement, de la santé publique et de l'ingénierie. On a aussi consulté une quarantaine d'articles de littérature académique et grise. Et pour prendre le pouls de la population aînée, on a effectué un sondage et on a pu compter sur un grand nombre d'organismes communautaires qui œuvraient auprès des personnes aînées pour nous aider à les rejoindre, ce qui nous a permis de récolter les réponses de 1200 personnes. Ensuite, on a fait plusieurs activités de terrain.
à commencer par trois groupes de discussion avec un total de 10 municipalités qui faisaient discuter le personnel d'entretien avec des aménagistes, des urbanistes, des personnes de la société civile et aussi des personnes aînées. Ensuite, on a mené 6 entrevues auprès des responsables du déneigement de différentes municipalités. On a fait 3 marches exploratoires qui réunissaient des personnes aînées et le personnel municipal. Chaque marche avait lieu dans une municipalité de taille, mais aussi de contexte très différent. Et on a fait 8 sorties terrain entre nous pour observer les différents niveaux d'entretien. Donc, toutes ces activités-là ont mené à la publication Ville d'hiver pour personnes aînées qui s'adresse aux municipalités et où on va présenter les différents besoins et les changements d'habitude des personnes aînées en hiver. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez consulter la publication et aussi vous pouvez visionner le webinaire qu'on a donné en novembre dernier qui portait justement sur ce sujet. La publication aborde aussi la question de l'entretien et de l'aménagement et présente différents problèmes et solutions. Donc maintenant, on est dans la deuxième phase du projet pour lequel l'objectif, c'est d'améliorer l'aménagement et l'entretien hivernal des infrastructures piétonnes pour encourager un mode de vie physiquement actif et la participation sociale des personnes aînées, et ce, en toute saison. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de consolider nos apprentissages et de développer des outils pour accompagner les municipalités. Puis pour y arriver, on continue de faire des entrevues avec des spécialistes de l'aménagement, du déneigement et des personnes aînées. On va mener 5 marches exploratoires au cours de l'hiver, donc on en a déjà fait 2, dans le but de faire interagir le personnel municipal avec les personnes aînées, de continuer à en apprendre plus sur les besoins des personnes aînées puis les stratégies d'entretien, mais aussi pour tester une trousse à outils qu'on est en train de développer qui est à destination des municipalités pour les aider à mener par elles-mêmes des marches exploratoires en hiver. On va aussi publier plusieurs documents sur les liens entre l'aménagement et l'entretien, sur la machinerie de déneigement et aussi un dossier qui va rassembler tout le contenu que Vivre en Ville a publié, a produit sur l'hiver. Donc, restez à l'affût au cours de la prochaine année. On va beaucoup publier sur ce sujet-là. Donc, dans cette prochaine section, je vais vous présenter plusieurs problèmes qui sont rencontrés par les municipalités à qui on a parlé, mais je vais aussi partager les solutions puis les stratégies là, qui ont été mises en place. Donc, le premier problème, c'est celui du manque de main-d'œuvre. Donc, assez rares sont les municipalités qui ne sont pas confrontées à ce problème-là. Il y a plusieurs aspects qui sont en cause, notamment les horaires atypiques qui peuvent en décourager plusieurs. C'est quand même courant là, que les déneigeurs aient à travailler la nuit ou durant des longues journées. Des conditions qui sont pas toujours évidentes, travailler dans le froid, dans la noirceur, passer aussi plusieurs heures à se faire brasser dans une chaudière. Et puis, comme autre aspect, donc j'apprendrai rien à personne en vous disant que le déneigement, c'est saisonnier. Donc, dans certains cas, les municipalités ne sont pas en mesure de garder tout leur personnel à la fin de l'hiver. Donc, ça peut rendre les postes de déneigeurs un peu moins attrayants. Du côté des solutions, des municipalités ont mis en place des quarts de travail, donc souvent un de jour, un de soir, un de nuit, mais aussi des quarts de semaine et de fin de semaine. Puis ça va permettre d'offrir plus de prévisibilité dans l'horaire pour organiser le reste là, de son quotidien. Puis les municipalités qui ont consulté leurs employés avant de faire des changements ont trouvé ça assez utile pour bien comprendre leur point de vue. Maintenant, la formation, ça présente des défis pour trouver la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi pour être en mesure de former les employés adéquatement. Donc, il n'y a pas de formation reconnue pour faire le métier de déneigeur. Donc, ça fait qu'il n'existe pas de bassin de nouveaux employés formés où on peut orienter nos efforts de recrutement. Pour former les employés, il y a beaucoup de municipalités qui vont fonctionner par mentorat, ce qui a beaucoup d'avantages parce que ça permet de favoriser le partage d'expériences. Par contre, les enseignements qui sont fournis vont pas être standards parmi tous les employés. Donc ça peut produire des niveaux plus variables de qualité du travail, étant donné que c'est pas tout le monde qui va avoir eu accès à la même information. Aussi, dans certaines municipalités, c'est difficile de recruter des employés avec expérience parce que il y a une structure de cheminement obligatoire à suivre. Par exemple, on ne va pas commencer dès la première année à conduire des déneigeuses, mais on va plutôt commencer avec les équipes de déneigement manuel, ensuite passer aux chenillettes, puis ensuite passer aux différents camions. Donc, dans certains cas, ça peut être moins attirant pour quelqu'un qui sait déjà manœuvrer des véhicules plus importants comme des chargeurs ou des niveleuses.
Par contre, ça peut aussi être un avantage de pouvoir recruter des personnes sans expérience parce qu'au fil des années, on va pouvoir lui apprendre tous les détails du métier et aussi à conduire tous les différents types de machinerie. Donc, la personne va pouvoir devenir très polyvalente. Et dans certaines municipalités, ça arrive que les déneigeurs, après quelques années, deviennent des chefs d'équipe. Aussi, pour s'assurer de bien former les employés, on peut les consulter pour connaître leurs différents niveaux d'aisance en fonction des tâches et de la machinerie et leur offrir de l'accompagnement additionnel aux besoins. Puis là où ça a été fait, ça a été très apprécié là, du personnel. Et il existe aussi des formations pour les gestionnaires. Donc, on nous a souvent parlé des formations qui sont offertes par la QTR. Donc, il ne faut pas non plus oublier là, cette partie-là de l'équipe. Maintenant, du côté des ressources et équipements, c'est pas évident d'avoir le bon équipement adapté à toutes les situations possibles en hiver et aussi en quantité suffisante. Donc, ce qui fait que la machinerie peut être mésadaptée ou même obsolète. Par exemple, ça peut être le cas, en fait, ça peut être causé par des nouvelles rues qui vont être plus étroites, qui vont nécessiter un équipement plus petit. Donc, non seulement il faut avoir cet équipement adapté-là, mais il faut aussi être en mesure d'envoyer ces véhicules-là dans les secteurs où c'est nécessaire, qui peuvent être assez éloignés les uns des autres. Des fois, c'est la machinerie qui est offerte sur le marché qui est mésadaptée aux aménagements. Donc, ça vient limiter les possibilités d'acquérir un équipement qui va correspondre aux besoins. Mais il reste là que c'est quand même la machinerie qui devrait s'adapter aux aménagements et non l'inverse. Puis, durant nos entrevues avec les responsables de l'entretien du déneigement, on leur a demandé quelles seraient les caractéristiques de leur flotte idéale. Puis, ce qu'on nous a pratiquement systématiquement dit, c'était d'avoir plus de véhicules de chaque type et d'en avoir, dans le but de pouvoir couvrir le plus de territoire possible en même temps pour pouvoir déneiger plus rapidement et aussi pour en avoir en surplus en cas de bris. Mais les budgets étant limités, le fait d'avoir une flotte plus limitée, mais ça peut transparaître là, dans le rendu de l'entretien. Du côté des solutions, les municipalités vont souvent louer des véhicules pour faire l'entretien, par exemple, des stationnements municipaux, parce que ça prend une certaine sorte de véhicule que c'est pas tout le monde qui possède. Aussi, souvent, les municipalités vont donner à contrat privé, des contrats au privé, pardon, pour des moments bien précis durant le processus de déneigement. Comme c'est le cas avec des camions de chargement de la neige durant les opérations d'enlèvement de la neige. Parce que les municipalités ne vont pas posséder assez de camions pour couvrir l'ensemble du territoire en aussi peu de temps. Donc, ça leur permet d'éviter là, des dépenses pour l'acquisition d'équipements qui, somme toute, serviraient là, assez peu souvent. Aussi, la location, c'est une bonne option en cas de bris de véhicule parce que des fois, le temps de réparation peut être assez long. Et souvent, la location vient avec l'opérateur et un service de réparation. Donc, c'est quand même assez pratique. Aussi, il y a des municipalités qui vont mutualiser certains équipements, par exemple des plateaux sportifs, dans le but de réduire leurs coûts. C'est une possibilité de le faire avec la machinerie de déneigement, mais c'est une solution qui est assez à double tranchant parce que ça amène la question de la priorisation d'utilisation. Et donc, si on s'engage de ce côté-là, il faut absolument avoir un bon plan. Et comme dernière solution, c'est possible d'aménager pour favoriser le déneigement. Mais je ne vous en dis pas plus, là, je vais laisser Victor là, approfondir le sujet tantôt. Maintenant, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le matériel d'épandage, soit les fondants ou les sels de déglaçage, le sel et le gravier. Donc, chaque municipalité a sa recette de matière à épandre, mais ils vont quand même s'aider de chartes d'épandage pour prendre en compte les différentes conditions météo pour ajuster leur recette. Parce que au cours d'une même période de précipitation, la température, mais aussi la nature de ce qui tombe peut changer. Puis ça, mais il vaut mieux le prévoir là, dans ce qu'on épand. Aussi, il faut noter que tout ce qui est sel de déglaçage, ben, ils vont plus être efficaces quand la température est en dessous de -10, -15 environ. Donc, à ce moment-là, il faut soit miser sur le déglaçage mécanique ou sur l'épandage d'abrasifs uniquement. Il faut aussi savoir que autant l'usage d'abrasifs que de fondants, mais surtout les fondants, vont avoir des effets négatifs sur l'environnement, donc sur la faune, la flore et particulièrement sur les milieux hydriques. On peut penser comme conséquence au changement de composition chimique de l'eau par le sel ou encore à l'augmentation de la sédimentation qui peut venir vraiment perturber ces habitats-là. Entre autres raisons, parce qu'il y en existe d'autres. Il existe des moyens pour limiter le recours aux fondants.
Par exemple, on peut préhumidifier le sel avant l'épandage pour limiter la quantité de sel qui va être projetée à l'extérieur de la route, ou encore on peut instaurer des écoroutes. Euh, les municipalités, en fait, ont avantage à réfléchir à leur régime d'utilisation de ces matériaux-là parce que si on réussit à limiter leur utilisation aux endroits où ils sont vraiment nécessaires, on peut penser aux pentes, ben, ça va permettre de limiter les effets négatifs sur l'environnement, mais aussi venir engendrer des économies. Du côté de la récupération et de la réutilisation des abrasifs d'une année à l'autre, ce qu'on a pu constater, c'est que le discours est assez mitigé sur la pratique à adopter. Il y en a peu qui le font, des municipalités qui récupèrent et réutilisent les abrasifs. La majorité ne le fait pas, mais envoie plutôt les abrasifs dans des sites d'élimination adaptés là, pour les déchets contaminés. On poursuit du côté des politiques de déneigement. Donc, une politique de déneigement, c'est un document qui va être adopté par le conseil municipal et qui vise, entre autres, à harmoniser le service sur l'ensemble du territoire, mais aussi à donner des lignes directrices là, en matière d'intervention et de résultats qui sont attendus. Par contre, c'est pas toutes les municipalités qui en possèdent une. Donc, ça devient à ce moment-là difficile de pouvoir s'évaluer à la fin de la saison, de pouvoir appliquer les mêmes standards selon les milieux d'une année à l'autre et aussi de rendre des comptes à la population. Parfois, la municipalité a une politique de déneigement, mais cette politique-là va être désuète, donc il ne va plus refléter les réalités du milieu. On pense à l'augmentation du vieillissement, à l'augmentation de popularité de nouvelles mobilités actives, de nouveaux aménagements ou encore un inventaire de machinerie qui serait plus à jour. Il y a aussi des politiques de déneigement qui vont être irréalistes en fonction des ressources qui sont allouées aux équipes d'entretien. Pourtant, quand on a une politique de déneigement qui est bien planifiée, ça permet d'être plus efficace et de couvrir là, le réseau dans des délais raisonnables. Puis pour ça, c'est préférable de faire des mises à jour régulières pour éviter que la politique ne soit plus utilisée et de ouvrir le plus la porte aux pratiques plus informelles là, que ça devienne la norme, en fait. Aussi, faire des bilans post-saison, ça permet de s'améliorer d'une année à l'autre. Donc, les équipes d'entretien, une fois là, que l'hiver est fini, ils sont vraiment pas en mode répit. Au contraire, il y a beaucoup de tâches qui sont associées au printemps puis au changement de saison. Mais les municipalités qui prennent le temps de faire un post-mortem, aussi de consulter leurs équipes de gestion et de terrain, nous ont dit là, que ça avait des effets positifs sur l'amélioration de leurs pratiques au fil du temps. On peut aussi, en fait, pour s'assurer là, que la politique ait des standards qui soient réalistes, mais aussi pour systématiser les interventions, on peut inclure des arbres d'intervention. Donc ça veut dire qu'on va identifier chaque segment de route et de trottoir et selon des niveaux de priorité auxquels on va associer un standard d'entretien. Puis ensuite, au moment des interventions, on a juste à suivre ce qui est indiqué par ces arbres-là. Donc, dans les municipalités où c'est prévu dans la politique de déneigement d'entretenir les pistes cyclables, on peut parfois entendre des questionnements à savoir si ou pourquoi les pistes cyclables seraient mieux déneigées que les trottoirs. Donc, il y a plusieurs raisons qui viennent expliquer pourquoi les pistes cyclables peuvent avoir l'air mieux déneigées. Premièrement, il y a moins de kilomètres de pistes cyclables en général à déneiger durant un circuit. Et donc, justement, les déneigeurs vont pouvoir compléter leur circuit plus rapidement. Puis, si il faut recommencer au cours d'une même période de précipitation, on va pouvoir justement recommencer plus rapidement à déneiger les pistes cyclables. Ensuite, les pistes cyclables sont un peu plus faciles à déneiger que les trottoirs parce qu'on n'utilise pas les mêmes types de fondants. Les pistes sont généralement plus larges, ont moins d'obstacles et ont un revêtement qui est plus droit. Puis, au sujet des revêtements, celui des pistes cyclables est plus foncé, alors que celui des trottoirs est plus pâle. Donc, ça fait que le soleil est en mesure de réchauffer davantage la piste cyclable et de faire activer les fondants, puis de faire fondre la neige plus efficacement que sur les trottoirs. Et enfin, sur les pistes cyclables et les trottoirs, on peut utiliser des chenillettes ou des petits tracteurs pour en faire l'entretien, mais on a un petit peu plus de choix pour les pistes cyclables parce que quand ils sont assez larges, on peut utiliser des camions, des pick-up pour faire le déneigement, ce qui nous donne une option de plus. Puis, du côté de la priorisation, les responsables du déneigement à qui on nous a parlé nous disaient là, que les trottoirs étaient toujours prioritaires.
Maintenant, des fois, c'est la population qui est à l'origine des problèmes de déneigement. On pense par exemple au stationnement sur rue, qui, quand les voitures sont stationnées trop proches du trottoir, vont empêcher les chenillettes ou les tracteurs de pouvoir passer. Et donc, il y aura des segments qui vont être abandonnés, qui ne seront pas entretenus. Mais aussi, on peut penser au non-respect des interdictions de stationner durant les opérations d'enlèvement de la neige. Puis ça, en fait, ça va ralentir les convois parce qu'il va falloir déplacer les voitures et ça va aussi augmenter grandement les coûts de ces interventions. Quand on a, par exemple, des bacs qui vont être placés au mauvais endroit, la déneigeuse, autant sur le trottoir que sur la chaussée, va devoir zigzaguer et donc ne pas pouvoir dégager la neige correctement. Et aussi, le fait de déblayer sa voiture ou son entrée, d'envoyer la neige sur les trottoirs, mais ça vient abîmer la qualité de l'entretien qui aura été fait et aussi, ça peut vraiment avoir des effets importants sur les déplacements des personnes. Du côté des solutions, à chaque début d'hiver, il y a plusieurs municipalités qui vont faire des opérations de communication pour rappeler les bons comportements à adopter. Puis, ça ne vaut pas juste pour le déneigement, là, mais pour toutes les opérations de communication. Pour rejoindre la population, il faut varier les moyens de communication. Donc, principalement, ne pas seulement miser là, sur les moyens web. Puis, c'est aussi important de permettre à la population de pouvoir signaler des problèmes à la municipalité et aux équipes d'entretien pour que les équipes puissent venir les régler ou si c'est un problème qui est récurrent, là, pour pouvoir établir un plan d'action. Donc, comme je viens de le dire, les stationnements peuvent causer des problèmes. Donc, il y a quand même différentes stratégies de gestion qui sont adoptées par la municipalité. On nous a, par exemple, parlé d'une première formule qui vient interdire le stationnement sur rue de nuit durant toute la saison, parce que ça va être le moment qui est privilégié pour le passage, pardon, là, des véhicules de déneigement. Deuxièmement, on peut aussi interdire le stationnement sur rue en tout temps et de lever l'interdiction, pardon, seulement quand il n'y a aucune intervention de prévue. Ou on peut faire l'inverse. Donc, on peut interdire le stationnement sur rue seulement quand on a des véhicules d'entretien qui sont en service. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être en mesure de bien communiquer la situation à la population, soit avec des panneaux permanents ou non, des lumières clignotantes ou encore, on peut aussi faire des alertes là, sur des applications. Maintenant, le déneigement, en fait, ça vient ajouter des nouveaux véhicules sur les rues et sur les trottoirs. Et ces véhicules-là ont des angles morts très importants. Aussi, on peut opérer la nuit. Ça peut être en fait un moment qui est favorisé parce qu'il y a moins de circulation, donc moins de risques de collision. Mais la noirceur vient avec aussi son lot de défis pour, entre autres, être en mesure de bien apercevoir tous les autres usagers de la route. Et du côté de la vitesse, de manière générale, on s'attend, en fait, on demande aux opérateurs de compléter leur circuit dans un certain temps donné, mais des fois, cette période de temps-là est très courte et ça vient en fait encourager là, l'augmentation de la vitesse. Donc, du côté des solutions, ça va être important d'offrir régulièrement de la formation pour faire adopter et aussi pour maintenir les bons comportements en matière de sécurité. Par exemple, il y a des municipalités qui, à chaque début de saison, vont donner des formations de sécurité à tout le monde pour justement juste rafraîchir la mémoire. C'est aussi possible de suivre des horaires précis pour les étapes de soufflage ou d'enlèvement de la neige. Donc, les municipalités vont éviter souvent, là, en fait, le plus possible de faire ces opérations-là durant les heures de pointe. Puis, du côté de la visibilité, il y a de la réglementation qui existe, qui doit être respectée pour que les véhicules soient bien visibles de l'extérieur. Mais il y a aussi toutes sortes de petits trucs qu'on peut mettre en place pour favoriser la visibilité de l'opérateur à l'intérieur du véhicule, comme chauffer son habitacle à fond ou encore de toujours avoir des essuie-glaces de rechange là, en cas de pris. Aussi, pour améliorer la sécurité, la loi prévoit la présence d'une personne à pied devant une souffleuse et cette personne-là peut avoir un bouton d'arrêt d'urgence qui va venir stopper tout le mouvement de l'ensemble du convoi qui la suit. Et aussi, encore une fois, en matière de vitesse, pour favoriser une conduite qui est plus prudente, il faudrait demander aux opérateurs de circuler plus lentement, mais il faut aussi leur donner plus de temps pour compléter les circuits. Donc, ça complète les différents problèmes et solutions et je vais passer la parole à Victor.
Merci beaucoup, Marianne. Donc maintenant, je vais pouvoir vous parler plus d'une partie sur les liens entre les aménagements et l'entretien hivernal qu'on va avoir de ces aménagements-là. C'est ça. Je vais partager trois éléments auxquels il faut faire attention lorsqu'on veut aménager justement un nouvel espace public, une nouvelle rue, vraiment au moment de la conception. Le premier élément, ça va être les aménagements qu'on appelle les aménagements californiens. Donc ça, en fait, ça va vraiment être le fait de prendre en compte uniquement l'été dans ces aménagements-là et de pas du tout prendre en compte l'hiver. Ensuite, le deuxième, c'est de vouloir le fait d'aménager juste pour l'hiver, donc l'inverse, parfois au détriment d'avoir certains bénéfices, certains bienfaits de ces aménagements. Et enfin, le dernier, ça va être le fait d'avoir la présence d'obstacles qui sont déjà là en été et qui vont être exacerbés en hiver. Pour commencer, au niveau des aménagements donc, dits californiens, je vais vous donner un petit exemple. On a par exemple déjà les parcours qui sont sinueux. Donc ça, les problèmes qu'on va avoir liés à ces aménagements-là, ça va déjà être la lisibilité de l'espace. Donc ça, pour plusieurs usagers. Déjà, au niveau des personnes avec des limitations visuelles, ça va être plus compliqué d'utiliser une canne blanche quand le parcours n'est pas rectiligne, parce qu'on va avoir différents obstacles, souvent des trous avec de la végétation dedans. Donc ça va être plus compliqué pour ces personnes-là. Mais aussi les personnes qui ont des troubles de la mémoire, par exemple, qui sont plus difficiles qui trouvent ça plus difficile de se repérer, ça va être aussi plus compliqué. D'autant plus en hiver quand on a plus d'obscurité, puis donc on voit un petit peu moins bien les reliefs, ça va être encore plus compliqué pour ça. Aussi, au niveau de l'entretien, ça va être plus difficile de manier la machinerie. Il va falloir faire des manœuvres un petit peu plus compliquées. Et parfois, on a eu des exemples de municipalités qui nous ont dit qu'il y avait déjà eu des chenillettes qui s'étaient retrouvées justement dans des noues végétalisées. Elles sont tombées du trottoir, de l'endroit où on peut circuler, parce que c'était pas assez bien balisé. Donc, dans les solutions qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est déjà premièrement de rendre les parcours plus rectilignes. Donc déjà, ça va répondre aux règles de l'accessibilité universelle. Et ensuite, baliser abondamment les parcours pour que à la fois les machineries et les usagers puissent circuler en toute sécurité en sachant où s'arrête le trottoir, où commence la chaussée, où commencent les zones végétalisées. Ça va permettre de répondre à ce problème-là. Ensuite, au niveau des aménagements uniquement pour l'hiver, ce dont on peut parler, ça va être déjà les avancées de trottoir, pardon. Donc à ce moment-là, les avancées de trottoir, ça a vraiment plusieurs bienfaits. Déjà, ça va pouvoir apaiser la circulation. Au moment où les automobilistes arrivent à l'endroit où le trottoir s'élargit, il va y avoir un rétrécissement du champ visuel de la chaussée. Et donc à ce moment-là, ils vont être poussés à ralentir. Ensuite, on va pouvoir ajouter du verdissement dans ces avancées de trottoir, donc avec des noues végétalisées, on va pouvoir, ça va permettre de diminuer les îlots de chaleur et même d'avoir des îlots de fraîcheur en été. Mais aussi, ça va permettre de faire écouler l'eau. Donc, quand on a soit des grosses pluies, mais aussi en hiver, quand on a de l'accumulation de la neige dessus ou sur le trottoir, bah, ça va pouvoir s'écouler directement dans la noue. Et donc, on aura tout cet espace-là où l'eau va s'écouler plus facilement à la place d'être sur la chaussée ou sur le trottoir. Aussi, ça augmente la visibilité aux intersections. Normalement, la réglementation interdit de se stationner à moins de 5 mètres de l'intersection. C'est pas toujours respecté. Et donc là, le fait finalement d'avoir cet aménagement-là, eh ben, ça va complètement rendre impossible de se stationner là. Et comme on va avoir de la végétation basse, on va garder la visibilité de partout à l'intersection. Et ça va permettre notamment de sécuriser les déplacements des enfants, par exemple, qu'on va pouvoir voir venir de plus loin. Et enfin, il y a une exposition moins longue aux véhicules, puisqu'au moment où les piétons vont devoir traverser cette chaussée-là, eh ben, en fait, ils vont être sur la chaussée vraiment carrossable avec les véhicules pendant moins longtemps. Donc on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup de bienfaits, mais maintenant ça peut venir avec quelques enjeux, notamment au niveau du déneigement, puisqu'il y aura plus de manœuvres pour la machinerie. Il va y avoir de l'accumulation de la neige à cet endroit-là. Il va falloir aussi déneiger justement dans la courbe pour déneiger tout le long de cette avancée de trottoir. Mais donc, dans les solutions, on va pouvoir adapter justement cet aménagement-là. Donc, déjà, avoir une courbe et un rayon de braquage qui va être adapté pour que les machineries puissent circuler et faire leur manœuvre correctement. Donc, on ne va pas avoir une avancée de trottoir avec un angle droit, par exemple, puisque là, ça va être plus compliqué à la fois pour les machineries qui vont enlever la neige, mais aussi même pour les personnes qui se stationnent.
On va aussi, encore une fois, venir baliser l'aménagement. On voit un tout petit peu là sur la photo, mais donc il y a des piquets de balisage qui indiquent vraiment donc à la fois à la machinerie, mais aussi aux personnes qui circulent, que ici on se trouve dans une noue végétalisée. Et aussi, on peut avoir une noue drainante. Donc, en plus du fait que ce soit uniquement des végétaux, on peut ajouter donc un gros puisard, là, comme un gros puits qui va pouvoir faire écouler l'eau plus facilement. Ensuite, au niveau des obstacles qui existent déjà l'été, mais qui sont exacerbés l'hiver, on a aussi quelques exemples. Donc, premièrement, on va avoir la largeur des trottoirs. Donc, vous voyez ici un trottoir qui est déjà très étroit en été, notamment parce que le trottoir de base est déjà assez étroit, mais aussi on a la présence de poteaux d'hydro qui font que le trottoir est encore plus étroit. Ça, c'est déjà peu confortable pour se déplacer à pied de manière générale. C'est complètement impraticable pour avoir une aide à la mobilité, donc que ce soit une marchette, un quadriporteur, un fauteuil roulant. C'est complètement impossible de se déplacer ici, donc les personnes doivent se déplacer dans la rue. Et donc vous voyez ici, en hiver, ça devient encore plus compliqué, parce que déjà, avec le dépôt de la neige sur le côté, bah, ça limite encore plus la largeur qui est praticable. Mais en plus de ça, on a un autre problème, ça va être au niveau de la machinerie. Donc la machinerie ne va pas pouvoir passer. Adrien, si tu peux passer à la prochaine diapo, s'il te plaît, merci. On va avoir certains endroits où, là par exemple sur cette photo, la chenillette arrive à passer vraiment euh, tout juste là, avec l'arbre. Mais dans le cas précédent, c'était complètement impossible pour la chenillette de passer. À ce moment-là, la municipalité a deux choix. Soit elle va devoir avoir une équipe, si tu peux revenir, soit la municipalité va avoir une équipe pour faire du pelletage manuel. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est des coûts aussi en plus. Et en plus, bah, ça va être plus long pour que ce trottoir-là soit dégagé. L'autre solution, ça va être de fermer complètement le trottoir. Et à ce moment-là, les usagers vont soit devoir utiliser le trottoir d'en face s'il y en a un, soit marcher dans la rue. Et donc à ce moment-là, ça va être plus dangereux pour eux. Les solutions, à ce moment-là, ça va être d'avoir des trottoirs qui sont donc suffisamment larges. En général, c'est plus de 1,8 mètres. Nous, on recommande plus de 2 mètres. Comme ça, on va vraiment avoir de la place pour que les aides à la mobilité puissent circuler, mais aussi se doubler. Parce que sinon, si on a juste assez de place pour qu'une puisse circuler, ben, au moment de se doubler, ça va être difficile. Il va falloir descendre dans la rue, ça va être peu sécuritaire, mais aussi sans encombrement. Donc là, sur l'image ici, vous voyez que tout le mobilier, donc les poubelles, les bancs, les luminaires, mais ça peut aussi être parfois de la signalisation des commerçants, ben, en fait, on peut les mettre dans la banquette. Et donc à ce moment-là, on a quand même le cheminement qui est de plus de 2 mètres, qui va être libre pour que les personnes puissent se déplacer. En autre exemple, on va avoir les abaissements de trottoirs. Donc à ce moment-là, les problèmes qui existent déjà l'été, c'est que le trottoir est en pente. On peut imaginer une personne qui a soit une marchette, soit une prothèse de hanche, qui a peu d'équilibre. Ça va déjà être un terrain assez peu confortable pour se déplacer. Il peut y avoir des écoulements d'eau et parfois en hiver, ils peuvent geler. Donc à ce moment-là, si on doit marcher sur un trottoir déjà qui est en pente, mais qui en plus est gelé et glissant, ça va devenir très compliqué. Donc au niveau des solutions, ce qu'on va pouvoir proposer, ça va de déplacer la pente encore une fois dans la banquette. Donc malheureusement, pour ça, il faut avoir une largeur de rue qui est suffisante, mais à beaucoup d'endroits, on a vraiment la place de faire ça, donc de pouvoir déplacer la pente dans la banquette et aussi de réduire la longueur de l'abaissement. Donc comme ça, même si on ne peut pas déplacer la pente, mais on aura quand même moins de longueur à traverser sur ce terrain plus dangereux. Et un petit peu dans la même idée, on va aussi avoir donc les entrées charretières. Donc là, on a plusieurs problèmes déjà. L'exposition aux véhicules, encore une fois, le trottoir qui est en pente, et peu de lisibilité. Là, si vous vous projetez un petit peu dans cette image, on ne sait pas trop où commence le trottoir, où s'arrête le stationnement, où commence la chaussée. Donc en fait, on ne sait pas trop à partir d'où est-ce qu'on va rencontrer un véhicule. Les véhicules ne savent pas trop non plus à partir d'où est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer un piéton. Donc surtout en hiver, quand on voit plus vraiment le marquage. Donc les solutions à ce moment-là, ça va être un petit peu les mêmes que pour les abaissements de trottoirs. Donc ça va être de décaler la pente dans la banquette, de rétrécir l'entrée charretière, mais aussi de limiter le nombre. Si on a un stationnement pour un commerce avec une entrée et une sortie, bah, peut-être qu'on va pouvoir les rassembler toutes les deux au même endroit. Et donc comme ça, on aura un seul endroit avec un abaissement de trottoir et un seul endroit où on va pouvoir
être exposé aux véhicules. À ce moment-là, ce sera moins dangereux pour les piétons. Et on va pouvoir aussi ajouter du marquage ou alors un changement de texture pour que ce soit plus durable que du marquage, notamment en hiver, mais aussi ajouter de la signalisation, donc vraiment visible en l'air, pour que même en cas de neige, on puisse comprendre comment est fait l'espace. Je vais faire une petite parenthèse maintenant sur les aménagements qu'on appelle les snake down en anglais. Donc ça va permettre d'identifier l'emprise réelle des différents usages dans l'espace public, notamment aux intersections. Donc je pense que vous avez tous déjà vu en vous promenant un peu dans vos milieux, parfois aux intersections, quand on a une belle nouvelle neige, on voit la trace des pneus sur la neige. Et donc en fait, ça va nous permettre de voir, puis des traces de pas aussi d'ailleurs, ça va nous permettre de voir vraiment quelles zones les différents usagers utilisent. Et donc ça va nous permettre, notamment donc aux intersections, de voir que parfois les rayons de braquage, en fait, les véhicules utilisent très très peu d'espace dans l'intersection, alors qu'il y a beaucoup d'espace qui leur est alloué. Et donc, en fait, en analysant les endroits où sont la neige encore propre et les endroits où ça a été roulé dessus, on va pouvoir réallouer cet espace-là aux différents usagers, donc rendre de l'espace soit aux piétons, aux cyclistes, euh, et, euh, et c'est ça, et réduire donc l'espace aux voitures qui de toute façon n'est pas utilisé. Pour un autre exemple d'aménagement, on a par exemple les lignes de désir qui peuvent être révélées en hiver parce qu'on a parfois donc en été, on peut les voir sur du gazon, par exemple, mais on a certains revêtements, si c'est déjà asphalté, s'il y a du béton, si c'est juste de la terre battue, on va pas vraiment voir où est-ce que les personnes passent. Mais là, en hiver, on va vraiment avoir des chemins très distincts pour savoir où est-ce que les personnes circulent. Et donc, à ce moment-là, en fait, on va pouvoir se servir de l'hiver pour un peu comme aménagement transitoire. Donc, si tu peux passer, Adrien. Donc, ça va servir d'aménagement transitoire donc à coût nul. Donc, à ce moment-là, on n'aura pas besoin de créer de l'aménagement en plus pour l'évaluer avant de faire une version permanente de l'aménagement. On va vraiment pouvoir venir étudier pendant l'hiver à quoi ressemble un peu justement le sol pour savoir comment les usagers utilisent l'espace. Et ensuite, peut-être avoir à faire une seule mouture d'un aménagement temporaire ou alors directement passer à un aménagement permanent tant que c'est bien analysé et bien évalué. Je vais terminer par les places publiques. Je vous ai beaucoup parlé justement de comment se déplacer, comment on utilise l'espace pour aller d'un point A à un point B. Mais l'espace public, c'est aussi comment on l'utilise pour se reposer, pour socialiser, pour vraiment vivre l'espace finalement. Et donc, on a plusieurs recommandations de comment aménager ces espaces-là en gardant certains réflexes hiver en tête pour l'aménagement. Donc, ça va vraiment être pour profiter de l'hiver au cœur de nos milieux de vie. Donc, on va déjà avoir la présence de bancs, qui va être très importante. Donc, comme j'ai pu le dire, ça va être un endroit déjà pour se reposer. Donc, autant sur les places publiques, il faut vraiment qu'il y ait des bancs de plus de différentes formes, avec des assises hautes, des assises plus basses, d'avoir des dossiers, d'avoir des accoudoirs, des endroits pas d'accoudoirs, pour pouvoir finalement correspondre au plus de monde possible. On pense souvent aux chaises Adirondack, d'ailleurs, dans les assises des places publiques, mais c'est des assises qui sont très très basses et très inclinées, donc pour des personnes qui ont plus de mal à se relever, ça va être assez inconfortable finalement pour en sortir. Donc c'est à garder en tête. On a aussi l'ajout de végétation qu'on peut mettre sur les places publiques. Ça va avoir plusieurs rôles. Déjà, ça va permettre de couper les corridors de vent. Donc, quand on a un endroit avec vraiment beaucoup de vent, surtout quand on est dans des milieux plus urbanisés, avec des bâtiments sur les côtés qui font en sorte que le vent s'engouffre dans les rues qui sont vraiment orthogonales, la végétation va venir couper ce vent-là et donc créer comme un microclimat plus agréable dans l'espace public parce qu'on n'aura pas le ressenti du vent. Aussi, ça va permettre d'embellir la place, donc ça va vraiment avoir un côté esthétique, notamment si on utilise des conifères qui vont rester verts en hiver, ça va permettre d'apporter justement un peu de verdure dans les teintes qui sont plutôt grises ou blanches en hiver. En plus de ça, pendant l'été, ça va permettre d'avoir des zones plus fraîches. Ensuite, on va avoir aussi les sources de chaleur qui sont assez importantes à mettre en place. Donc, il peut y en avoir de plusieurs types. Soit ajouter un brasero, soit ajouter comme des terrasses chauffantes ou des choses comme ça. Les personnes vont pouvoir vraiment profiter de l'espace pendant plus longtemps
venir se réchauffer, puis après aller continuer faire un petit tour dans le quartier, voir les différentes vitrines, etc. Mais avoir un endroit où pouvoir se réchauffer. On peut aussi penser à l'éclairage. Donc l'éclairage, lui aussi, va jouer plusieurs rôles. Déjà, premièrement, un rôle de sécurité. Donc on va pouvoir voir les différents reliefs, on va pouvoir voir ce qui se passe dans l'espace, on va pouvoir voir les différentes activités qui s'y trouvent. Mais aussi, ça va avoir un rôle esthétique, donc de mise en valeur à la fois des bâtiments alentours, mais ça peut aussi être devenir un peu comme de l'art public qu'on peut mettre. Donc ça va vraiment donner un côté esthétique qui va donner envie aux personnes de venir utiliser les espaces publics. Puis en plus, comme en hiver, l'obscurité tombe très tôt, bah, ces éclairages-là vont pouvoir être utilisés pendant très longtemps. Ensuite, on va avoir la présence de toilettes publiques qui est très importante. On avait déjà parlé dans le premier webinaire, mais c'est très important d'avoir accès à des toilettes sur les parcours de tout le monde, mais notamment des personnes aînées, qui, soit par le vieillissement naturel, soit par la prise de médicaments, vont avoir besoin d'aller à des toilettes plus fréquemment. Donc parfois, ça va limiter leur déplacement. Donc si on a une place publique avec des toilettes, bah, à ce moment-là, ça ne va pas être du tout un facteur limitant. Elles vont vraiment pouvoir utiliser l'espace et donc sortir de l'isolement finalement. On a aussi des stands de boissons chaudes, donc c'est une autre solution pour se réchauffer. On peut proposer, c'est ça, donc des boissons, de la nourriture, ça va déjà donner un peu d'animation à l'espace, mais aussi encore une fois venir réchauffer. Et la dernière solution pour encore une fois lutter contre le froid, ça va être d'avoir des interfaces entre l'extérieur et l'intérieur. Donc idéalement, puisque c'est un espace public, d'avoir des interfaces entre un espace public extérieur et un espace public intérieur. On peut penser notamment à un centre communautaire, à une bibliothèque, parfois des églises qui sont gérées par la municipalité. Puis donc comme ça, quand des personnes ont un peu froid, bah, elles peuvent se réfugier à l'intérieur. Puis on peut proposer d'autres activités à l'intérieur, comme des expositions par exemple, des groupes d'activités. Et donc comme ça, en fait, on fait juste prolonger ce grand espace public et donc de pouvoir mieux profiter de cet endroit-là en toute saison. Donc ça fait le tour pour ma partie. Je vais rendre la parole à Adrien. Oui, merci beaucoup Victor et Marianne. Je m'excuse pour les petits décalages parfois dans les diapos. Le partage n'était pas très fluide, mais ça n'a pas tant posé de problème. Bref, encore merci à vous deux à nouveau. Fait qu'on en serait vers la fin. Je nous propose juste de reparler de deux, trois éléments qu'on peut retenir de tout ça. Puis après, on va passer à la période de questions. Euh, Fait que tout d'abord, ce qui est vraiment important, puis ce qu'on avait déjà pu voir le 19 novembre passé, c'est vraiment d'adopter ce réflexe. Donc, comme l'a mentionné il y a quelques minutes, Victor, le réflexe hiver, puis tout ce qui est lié au réflexe aîné lors de la conception, d'aménagement et de l'entretien. Donc, le réflexe hiver, c'est juste de penser aux 4 saisons, donc de penser notamment à l'hiver pendant qu'on conçoit des aménagements ou qu'on conçoit des réaménagements, puis pour l'entretien aussi pour prendre en compte cette saison-là, qui est parfois oubliée, comme on a pu le voir au travers de différents types d'aménagements, comme les aménagements californiens, par exemple. Et sinon, le réflexe est né, donc de ne pas oublier cette catégorie de la population, parce que si on aménage pour les personnes qui sont les plus âgées, mais aussi qui ont le plus de limitations fonctionnelles, évidemment, ce n'est pas toutes les personnes aînées, au contraire, mais c'est juste une catégorie parmi cette grande catégorie-là, ben, ça permet en fait de rendre ça plus accessible pour une plus grande, voire une très grande majorité de la population. Fait que c'est le réflexe aîné lié directement aussi, donc bien penser au principe du design universel, de l'accessibilité universelle. Ensuite, un des grands points finalement qu'on peut retenir de tout ça, c'est vraiment la consultation slash même la participation, puis on pourra vous en reparler un petit peu dans les discussions, les échanges, notamment par rapport au marché exploratoire, mais là, je m'égare un peu de ça, je reviens. Donc, de consulter autant la population que les différents services municipaux, tout le personnel qui travaille à l'entretien notamment, puis aussi en aménagement, là, de plus se faire parler tout ce monde-là, c'est super important comme on a pu le voir avec Marianne, là, à différents degrés, que ce soit des politiques de déneigement que les pratiques de déneigement directement sur le terrain. Et enfin, il n'y a pas de solution miracle, comme vous avez pu le voir. Je sais qu'il y a quelques
Il y a eu quelques échanges là, dans le chat par rapport à ça, surtout au niveau des milieux ruraux où on n'a pas forcément la place de toujours mettre de la neige, par exemple, ce genre de choses. Donc, ce qui est vraiment important, c'est il y a plein de campanciers, puis il y a plusieurs solutions. C'est aussi de les tester, tu sais, de ne pas hésiter de mettre en œuvre et d'avoir des bons indicateurs pour faire le suivi. Mais à nouveau, si on revient au deuxième point, de consulter, que ce soit le personnel municipal que la population, ça peut faire émerger justement ben, certaines réalités, certains besoins, puis certaines choses qui peuvent être faites déjà. Donc, c'est vraiment d'aller adapter finalement les solutions à votre milieu. Parce que ben, selon on vit au Québec, évidemment, on a de l'hiver partout, mais le type d'hiver est vraiment différent selon la latitude où on reste, qui est influencé par aussi d'autres facteurs. Mais voilà, ça serait les trois grands points qu'on aimerait retenir de tout ça aujourd'hui. Euh, pour finir, on vous invite à nouveau à consulter notre publication Ville d'hiver pour personnes aînées. Vous avez le QR code à l'écran. Mes collègues vont aussi vous le partager dans le chat. Puis le lien vous sera aussi renvoyé par courriel à la fin du webinaire. Puis à nouveau, gardez l'œil ouvert sur nos différentes et prochaines activités slash outils que l'on va sortir. Fait que toutes les marches exploratoires que nous sommes en train de faire là, pour cette deuxième phase dont parlait Marianne au tout début de la présentation. C'est ça, abonnez-vous à nos infolettes si ce n'est pas déjà fait, ou sinon continuez de les suivre puis de nous suivre sur LinkedIn ou Facebook. On va poster régulièrement là-dessus. La trousse à outils d'une tenue d'une marche exploratoire qui va bientôt sortir aussi. Ben, bientôt, pardon, je me suis peut-être avancé, mais d'ici l'hiver prochain, avec un répertoire de la machinerie d'entretien aussi, puis un article sur les liens aménagement et entretien, évidemment, puis pour aller un petit peu plus loin. Voilà, fait qu'à nouveau, Marianne et Victor, je vous remercie beaucoup pour cette présentation vraiment enrichissante. On va passer à la période de questions. Et avant ça, évidemment, j'oublie toujours les remerciements de fin. On voulait juste remercier le soutien financier que nous apporte le gouvernement dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, donc qui nous permet de vous offrir ce webinaire gratuitement aujourd'hui aussi. Puis aussi, on remercie Hydro-Québec qui est le partenaire de notre programmation annuelle. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran pour revenir en groupe. Voilà. On a eu quelques questions, je pense. Je vais juste regarder mon fichier à cet égard pour ça. On avait quelques, peut-être, premières questions, au moins une, le temps que ça me laisse le temps de tout lire. Mais Marianne et Victor, on s'était dit justement que ça serait peut-être intéressant pour commencer la discussion, puis parce que ça n'a pas été tant le point aujourd'hui, le sujet de notre webinaire, mais de parler un peu des marches exploratoires, là. Est-ce que vous pourriez nous partager à tout le monde nos premières impressions là, de ce qu'on vient de faire la semaine passée, les 2 semaines passées, c'est ça? Vas-y, Oui, Marianne, je te laisse. parfait. Donc, c'est ça, une de nos activités, c'est de faire des marches exploratoires qui viennent réunir du personnel municipal avec des personnes aînées et aussi parfois des gens de la santé publique ou des personnes représentantes des personnes aînées. Donc, il y a plusieurs objectifs à ça et l'un d'entre eux, c'est de permettre à ces deux groupes principaux-là de se réunir et de pouvoir discuter, mais tout le long d'un parcours. Donc, quand on peut être confronté à un abaissement de trottoir rempli d'eau ou à un banc de neige auquel on ne s'attendrait pas, ben, ça permet, par exemple, aux personnes aînées de pouvoir poser des questions sur le processus d'entretien ou les manières dont on peut aménager aux gens des municipalités. Et à l'inverse, le personnel municipal peut aussi poser ces questions aux personnes aînées, à savoir, ben, est-ce que ça, c'est un aménagement qui est plus ou moins favorable à vos déplacements? Puis pour nous, c'est toujours très, très intéressant non seulement de voir la dynamique, mais aussi de pouvoir continuer à en apprendre plus là, sur l'un ou l'autre des sujets. Par exemple, durant une des marches qu'on a faites la semaine dernière, je discutais avec un participant aîné qui me disait que quand la marche entre le trottoir et la rue, même s'il y a une pente, même s'il y a un abaissement, si cette marche-là est trop élevée, ben, cette personne-là préfère marcher dans la rue parce que en raison de différents enjeux avec ses jambes, c'est plus difficile de monter les marches. Mais marcher dans la rue, ça expose quand même la personne aux voitures et aux collisions.
Donc, on peut vraiment bien témoigner des différentes situations possibles, puis de la manière dont les personnes vont venir trouver des stratégies. Je sais pas si Victor, tu veux en ajouter un peu. Oui, tout à fait. Ben juste, tu as très bien expliqué. Juste aussi, le personnel municipal, on les invite à avoir différents services. Donc oui, ils peuvent recueillir les commentaires des personnes aînées, mais aussi ils peuvent discuter entre différents services qui font pas toujours dans leur quotidien. Donc là, c'est vraiment une manière d'être sur le terrain, puis pour un même aménagement, avoir chacun leur point de vue. Puis c'est vraiment un moment très idéal pour discuter de ça, justement. Si je peux me permettre, à date, autant les personnes aînées que le personnel municipal est vraiment content de pouvoir faire ces activités-là. C'est ça, aller sur le terrain, c'est toujours tellement parlant. Donc, là-dessus, on atteint notre objectif. Oui, exactement. Puis comme un commentaire qui le dit de pas juste les personnes aînées, les personnes à mobilité réduite, effectivement, avec des limitations fonctionnelles qui sont très affectées par les conditions hivernales puis le niveau d'entretien, effectivement. Merci. Il y a plusieurs commentaires, questions qui sont rentrés puis que j'ai eu le temps de lire. Donc, vous présentez ça. Merci. Une personne demandait de définir, c'est sûr qu'on on est un peu plus loin maintenant, mais de définir deux termes qu'on a utilisés, que vous avez utilisés pendant la présentation, qui sont banquette, puis aussi d'expliquer un peu plus le snack down ou l'aménagement, mais ça a été fait. Je vais quand même vous demander pour banquette, puis aussi aménagement, peut-être un petit rappel, là. C'est sûr, merci. Oui, tout à fait. Je prends la parole parce que j'en ai parlé. Donc la banquette, ça va vraiment être l'espace entre le trottoir et la chaussée, où c'est pas un espace de circulation, c'est quand même un espace résiduel où dedans, souvent, on a les carrés d'arbres, par exemple, on va avoir les supports à vélo, on peut avoir du mobilier. Donc ça, j'avais montré une image d'une rue avec un grand trottoir, puis on avait la poubelle, le banc, les éclairages à cet endroit-là. Puis donc, j'en parlais au moment des abaissements de trottoirs. Donc, les endroits où il n'y a pas de mobilier, on va pouvoir voir la pente de ce côté-là. Donc, comme ça, les personnes qui circulent dans la zone de circulation n'auront pas de dénivellation. Mais à l'endroit, sur le côté, là, on va avoir la pente. Et pour les snack down, donc les aménagements en français, euh, c'est vraiment plus parlant avec, avec une image. Mais donc en fait, c'est vraiment c'est pas explicite, c'est pas la municipalité qui met ça en place. C'est vraiment juste en observant les traces dans la neige. On va pouvoir voir où est-ce que les voitures roulent, où est-ce que les piétons circulent. Parfois même, on voit les traces de vélos, donc on peut voir où est-ce que les vélos passent. Puis donc c'est vraiment en regardant les traces dans la neige qu'on va pouvoir évaluer un petit peu où sont les différents usages. Donc voilà. Merci. Quelqu'un a partagé un lien Wikipédia vers le Snackdown. Je pense que ça va être très parlant de voir des images. Merci. C'est parfait. Merci, Victor, pour les précisions. J'espère que ça répond à la question qui avait été posée. Euh, Aussi, on nous demandait, ça c'était pendant ta partie, Marianne, sur les abrasifs, le sel, tout ça. Qu'est-ce qu'il en était, donc sur les fondants et les abrasifs, pardon, qu'est-ce qu'il en était pour les municipalités où le déneigement est donné à contrat des fournisseurs privés? Fait que j'imagine par rapport à tout ce qui est utilisation, puis aussi, c'est ça, les impacts que ça peut avoir. Ben, j'imagine que ça va dépendre de ce qui est écrit dans le devis. euh, Au niveau là, des précisions sur les attentes de la municipalité. C'est sûr que les municipalités à qui on a parlé donnaient pas à contrat la majorité là, de leur territoire, mais certaines parties. Puis à ce moment-là, les acteurs privés doivent respecter ce qui est attendu dans la politique de déneigement ou au moins ce qui est précisé dans le contrat. Donc, autant en termes de temps d'entretien que de niveau d'entretien attendu. Après ça, j'imagine que c'est ça, ça va dépendre de qui va être précisé. Donc, si la municipalité a une sensibilité par rapport à ça, pourrait à ce moment-là demander à ce que au moins peut-être tel type de rue, disons un rang, ben que là, on utilise juste du sable plutôt que du sel également. C'est Marianne. Victor, n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon je vais passer au reste. C'est super. C'est parfait, merci. Pardon. Je vais donc continuer à voir ce qu'on a reçu comme commentaire. Oui, il y a un commentaire justement qui a été fait pendant la présentation qui parlait plus de milieux
ruraux où souvent il n'y a pas forcément de place pour mettre la neige. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Peut-être, effectivement, peut-être un point de précision sur ce qui peut être fait ou ce genre de choses. Ouais, effectivement, ben, ça revient un peu avec un autre commentaire qui avait été fait. Effectivement, dans les milieux ruraux, parfois, on va vraiment avoir donc la neige qui est soufflée directement sur les terrains. Donc à ce moment-là, la municipalité va pouvoir donc mettre la neige justement, mais c'est vraiment sur les terrains privés. Ça reste pas dans la municipalité. Donc ça, c'est prévu justement dans la politique de déneigement. Mais parfois, on a certaines rues où on a assez peu d'espace, effectivement, entre la rue, s'il y a un trottoir, le trottoir et le début du bâtiment. Il y a vraiment très peu de marge de recul, en fait. Et donc à ce moment-là, on n'a vraiment pas beaucoup de place. Et donc il faut trouver des espaces. Parfois, on a des stationnements municipaux. On peut avoir je sais pas, des parcs ou des espaces de loisirs qu'on utilise normalement en été, mais qui là sont juste faits pour mettre la neige. Euh, ou alors certaines fois, on décide donc justement de ne pas déneiger les trottoirs pour ne pas avoir à déplacer cette neige-là. C'est un choix de la municipalité. Les personnes devront circuler dans la rue, mais c'est ça, c'est un choix de la municipalité. Marianne, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Ça va, merci. Merci. Puis aussi, qui ferait un lien avec un des derniers points là, que je nommais pour retenir, en section à retenir à la fin, de consulter effectivement sa population, le personnel municipal, mais aussi de ne pas hésiter à consulter les autres municipalités, donc qui sont peut-être autour, qui ont les mêmes caractéristiques, donc peut-être un milieu rural justement, parce que des fois on peut être vraiment étonné des autres pratiques qui peuvent être faites, puis s'en inspirer ou même tout simplement les copier. Puis dans nos différentes entrevues ou quand on accompagne des municipalités, c'est un sujet qui revient beaucoup pour nous. Puis on demande souvent, puis souvent soit des personnes en direction de travaux publics ou du personnel d'entretien ils nous disent qu'ils sont vraiment prêts à partager, puis ça leur ferait plaisir. Puis même des fois, il y en a qui se parlent déjà. Fait que on vous encourage vraiment aussi à tout simplement le faire. Je sais que ça paraît très simple là, comme solution, mais c'est pas quelque chose qu'on pense tout le temps ou qu'on se permet de faire. Des fois, de prendre un peu le temps de faire ça permettrait justement d'aider puis un peu de répondre à certaines problématiques. Voilà. Je vais continuer sur un commentaire qui avait été fait sur les parcours sinueux plus, notamment où une personne nous parle du parc éponge Fleur de Macadam du plateau Mont-Royal, comme Montréal, où il y a deux trottoirs qui ont été remplacés par des parcours sinueux qui rendent ça donc vraiment difficile, surtout en hiver, même pour justement les personnes aînées ou avec certaines limitations. Puis effectivement, c'est le cas, puis c'est ce que disait Victor, justement, dans la sinuosité qui répond pas, des parcours qui ne répondent pas forcément, en fait, qui ne répondent pas au principe d'accessibilité universelle. Donc, je pense que c'était pour appuyer ce propos-là. Euh, c'est ça. Est-ce que, Marianne ou Victor, vous vouliez réagir là-dessus? Pas Non, forcément, ben, peut-être. je connais ce cas-là, mais oui, c'est vrai que bon, on a encore deux trottoirs qui sont vraiment rectilignes, mais je comprends que là, encore une fois, il faut faire un détour pour aller les utiliser. Puis les cheminements justement qui traversent la place, eux sont très sinueux aussi. Puis on a des obstacles, on a comme des pierres au milieu. Mais donc à ce moment-là, c'est ça. Dans ce cas-là, soit on se satisfait de la sinuosité, soit encore une fois, il va falloir faire un détour. Ce qui est souvent le cas en fait. Dès qu'on a un obstacle, on va devoir faire un détour. Et donc au final, petit à petit, ça va vraiment rallonger. D'où l'importance d'avoir des bancs. Ce qu'il y a en quantité dans cet endroit-là. Oui, effectivement, merci. Marianne, c'est bon Ça va. pour toi? Je connais Super. pas le cas. Ça va. D'ailleurs, une personne dans le chat là, parle de Société Logique, effectivement, qui est un de nos partenaires là, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, effectivement, qui font des audits, des audits, oui, audits ou audits, toujours de la misère avec ce mot. En tout cas, vous me comprenez, de potentiels piétonniers actifs et sécuritaires, puis accessibles universellement. La personne a mis le lien directement. Fait que merci à vous de l'avoir fait. Effectivement, c'est très pertinent, puis en lien avec tout ce qu'on parle maintenant, dont la sinuosité, par exemple, des parcours. Une demande aussi qui avait été faite par rapport aux pentes. Une personne se demandait de quoi on parlait quand on parlait des pentes dans la banquette, qu'elle comprenait mal. Aurait On a besoin déjà d'une image. répondu à cette Ça a question. été répondu? D'accord, super, parfait, merci. C'est moi qui n'ai pas accès directement forcément au chat puis qui regarde, comme je vous disais, on me donne
certains commentaires ou questions directement. Euh, je continue, je vais juste prendre un petit moment. Si Marianne ou Victor, vous avez vu certains commentaires sur lesquels vous vouliez réagir entre-temps, n'hésitez pas non plus. On avait une question justement sur les changements climatiques qui amenaient leur lot de problématiques aussi au niveau de l'entretien, parce qu'on avait d'autres précipitations, d'autres types de précipitations qui n'existaient pas forcément il y a quelques années dans différents milieux. Donc on pense notamment à la pluie verglaçante ou juste avoir des épisodes de pluie en plein milieu de l'hiver. À ce moment-là, est-ce que Marianne, tu voudrais parler un peu plus du déglaçage, des techniques de déglaçage? Oui, certainement. Donc, c'est sûr que sur tous ces épisodes-là, avec des précipitations différentes, puis souvent des épisodes de gel tout de suite après, ça rend l'entretien vraiment compliqué. C'est sûr qu'on peut déjà essayer de prévenir au moment, soit avant ou pendant les précipitations, en épandant des sels de fondant. Mais des fois, on perd le contrôle un peu, on perd les trottoirs, on perd les rues. C'est souvent le mot qui va être employé dans le milieu. Donc, ça, c'est un moment où il va justement avoir une couche de glace, puis on n'a pas pu prévenir sa formation. Donc, à ce moment-là, les sels de fondant vont pas nécessairement être assez efficaces pour pouvoir faire fondre l'entièreté de la glace présente. Donc, on peut miser sur le déglaçage mécanique. Donc, ça va être de passer avec soit des chenillettes ou même des niveleuses pour venir casser, ramasser la glace, la dégager. Puis ensuite, là, soit on n'en aura plus, on va être au béton. Ou bien là, on va pouvoir continuer avec plus des abrasifs ou des fondants. Donc, cet aspect-là d'entretien post-chute, ça devient nécessaire dans ces situations-là. Euh, c'est ça. Je ne sais pas si Victor, tu veux en rajouter. Peut-être juste aussi une chose justement sur les épisodes de pluie. Parfois, on va avoir donc beaucoup d'eau, donc là, le liquide pendant l'hiver, en plus d'avoir encore des restes de bancs de neige qui parfois les bancs de neige empiètent sur des puisards, donc sur les endroits où l'eau s'écoule, soit dans les égouts, soit vers un autre réseau. Puis donc ça va créer vraiment des grosses flaques, des grosses inondations. Donc ça va demander encore plus de temps et de faire attention à l'équipe d'entretien pour aller déblayer justement tous ces puisards-là. Donc de faire le tour régulièrement, de s'assurer que tout est bien dégagé. Donc ça prend du temps et ça coûte de l'argent aussi. Donc c'est ça. Tout à fait, merci pour ces réponses éclairantes. On avait un commentaire aussi, je pense par rapport au réflexe l'aîné réflexivaire, qui disait que dans un grand nombre de municipalités, ce sont les personnes de travaux publics qui vont avoir le dernier mot sur le comment. C'est vrai, je pense que effectivement, rien n'est tout noir ou tout blanc. C'est ça. Souvent, quand même, l'aménagement vient contraindre aussi. Puis dans de nombreux cas aussi, comment, ben, on fait juste l'aménagement est présenté, puis il va falloir le déneiger l'année suivante. Fait il y a un peu des deux quand même, là, pour apporter un peu de nuance à ça, mais c'est vrai que, il y a ça. Mais que le réflexe, le commentaire tournait autour du fait que ces deux réflexes sont pas forcément développés, ou s'ils se développent, ça va prendre du temps. C'est pour ça que on vous encourage vraiment, si vous travaillez dans des municipalités, ou à partager ça, si vous connaissez certaines personnes qui travaillent dans les municipalités. Donc, ce webinaire là, qui va être rediffusé sur YouTube déjà, aussi notre publication, puis aussi d'encourager à faire des marches exploratoires. C'est ça, avec différents membres de différents services, dont les travaux publics, l'aménagement, services loisirs culture aussi, qui ont en charge beaucoup de différentes politiques, dont les politiques aînées, politiques en accessibilité aussi, ou le service de développement social, et des personnes concernées. Donc là, on parle des personnes aînées, par exemple, aujourd'hui, mais c'est valide et valable pour, le plus- pour toute la population en général. Fait que ça permet vraiment de sensibiliser tout le monde, en fait, vraiment toutes les personnes présentes à qu'est-ce que les autres font, c'est quoi leur réalité, puis qu'est-ce que ça prend. Ça permet beaucoup plus de créer du dialogue et de sensibiliser à nouveau. Fait qu'on vous encourage à le faire, puis à suivre un peu quand on publiera, c'est ça, notre trousse de tenue d'une marche exploratoire, pardon, pas élaboratoire, exploratoire, qui vous permettra justement de la tenir encore plus facilement avec des outils déjà faits et gratuits, évidemment, pour vous. Voilà. Je pense que ça ferait le tour. Je regarde, il y a deux commentaires qui m'ont été posés depuis.
Ah oui, de diffuser ça aussi aux à différents fournisseurs privés, la personne qui nous avait demandé sur les contrats qui sont octroyés à l'externe, justement au privé pour le déneigement. Effectivement, d'avoir aussi cette formation, mais évidemment, d'encourager à nouveau les municipalités, si vous en faites partie aujourd'hui, qui avaient un contrat aussi ça, ben de pouvoir partager nos documents directement ou à nouveau la rediffusion de ce webinaire. C'est ça, ou aussi de nous mettre en relation, parce qu'on peut leur donner effectivement ces ressources-là. Fait que n'hésitez pas. Ça fait encore du pouce sur ce que je viens de dire. Fait que c'est parfait. Euh, je regarde une dernière chose. Je pense qu'il y a un commentaire par rapport à la pente des trottoirs. Personne qui dit qu'il serait intéressant de modifier la longueur des talons, fait que la jonction entre la partie basse d'entrée et la pleine hauteur. Fait que la longueur qui semble être fixée à 1,5 mètres dans beaucoup de guides encore, effectivement, c'est le cas, mais il y en a de plus en plus qui changent aussi dans les nouvelles normes. D'ailleurs, la Ville de Québec, je ne sais pas où ils en sont, mais ils sont en train de changer ça, veulent changer ça pour 1,8. Fait que déjà, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent aussi dans ce sens-là. Bref, je reviens. Donc, ce qui donne des pentes d'environ 7 à 10 qui semblent encourager ben, beaucoup de personnes, évidemment, à éviter le trottoir, surtout lors d'épisodes de verglas. Est-ce que vous auriez des choses à répondre à ça, Marianne, Victor? J'ai pas la technicité C'est pour bon, ça. oui, c'est J'ai pas. bon, pas de Je peux problème. juste dire que plus la pente est douce ou même si elle est absente, c'est Oui. ça qui est le préférable pour assurer la possibilité à tout le monde de pouvoir employer les trottoirs. Mhm. Oui, donc comme nous disait Victor, de déplacer l'entrée, la pente justement dans la banquette lorsque c'est possible. Évidemment, toutes les solutions ne sont pas applicables à chaque cas. Donc à nouveau, on parle vraiment d'adapter les solutions à votre milieu, mais aussi un milieu qui soit plus ou moins étendu. Puis dans ce même milieu, dans ce même territoire, évidemment, il va y avoir plein de spécificités avec des largeurs de rue différentes, avec des contraintes différentes. Fait que c'est toujours important d'adapter. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution unique, mais de bien s'adapter à nouveau. C'est ça que je dirais. Oui, Marianne? Oui, et aussi envisager la possibilité de faire des intersections surélevées. Donc, où c'est les voitures qui vont monter sur l'intersection plutôt que les piétons qui vont descendre dans l'intersection. Une autre option d'aménagement. Tout à fait. D'ailleurs, une personne nous partage que Piéton-Québec, un de nos autres partenaires, a un projet très inspirant dans ce sens-là. Effectivement, on vous invite à aller vous abonner à leur infolettre, à cliquer sur le lien qui a été mis par cette personne dans le chat. Effectivement, ils ont aussi beaucoup de ressources en ce sens-là. Fait que merci pour ça. Je pense que ça fait le tour. Je regarde juste de tout ça, oui. Ça ferait le tour aujourd'hui. Fait que on vous remercie à chacun, chacune d'avoir écouté ce webinaire. Donc, il va être disponible en diffusion. On va vous faire parvenir un courriel avec un sondage, notamment. Ça nous aide beaucoup dans une perspective d'amélioration continue, puis savoir ce que vous en avez pensé. Avec aussi le guide, ben, la publication Vidiva pour personnes aînées. On va vous fournir tout ça sous peu. Merci à tout le monde. Merci encore, Marianne. Merci, Victor. Et on vous souhaite une très belle journée. Au revoir.